Emmanuel Macron a eu la super idée de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, on a eu des élections qui donnaient le Rassemblement national grand gagnant. Et en fait, contre toute attente, les 3 semaines de campagne ont généré quelque chose que j'ai trouvé assez formidable en termes de mobilisation de la gauche, qui n'a pas tergiversé. Donc, toute la gauche s'est réunie sous la bannière Nouveau Front Populaire, donc ELV, LFI, le PS, le Parti communiste, et puis les gauches de manière générale. Et en fait, c'est cette coalition qui est arrivée en tête avec 196 sièges, qui était incroyable. C'est-à-dire que dans le contexte où on était, on ne pouvait pas imaginer que la gauche arrive en tête. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kif Taras qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Et ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire, dans tous les sens du terme. Alors, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu dans Kif Taras. On a fait une petite pause. Là, on est au début de l'été 2025. Et toi, comment ça va, Rokhaya ? Ça va, c'était une année très 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 dense, mais ça va. Et c'est vrai que on a enregistré des épisodes il y a quelques mois qu'on ne vous a pas diffusés parce que je pense qu'on était toutes les deux assez épuisées. Et puis nos activités ont pris le dessus, quoi. Et puis aussi épuisées par les questions qu'on se pose toujours, encore aujourd'hui, sur le modèle économique de Kif Taras. Et donc le sentiment que si on peut diffuser des épisodes, quelle sera la suite ? Donc un peu travailler par ces problématiques. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris ce temps pour réfléchir et pour mieux rebondir. Là, on vous retrouve ces prochaines semaines avec des épisodes qui vont arriver dans vos oreilles cet été, les Kif Taras d'été. Et aujourd'hui, on vous fait un update de ce qui s'est passé les derniers mois. Donc, que s'est-il passé déjà dans Kif Taras ? Oui. Et puis après, on va faire une sélection de l'actu. Ça va pas être exhaustif, mais un peu ce qui nous a marqué durant le temps qui s'est écoulé. On a eu le plaisir de monter sur scène avec Kif Taras pendant 2 spectacles. Et il y a eu 2 dates à Paris, au 13e art, une salle de la Place d'Italie. Et on a accueilli plus de 1300 personnes. Vous êtes plus de 1300 à être venus pour nous applaudir sur cette scène. Donc c'est quand même trop bien. C'était vraiment chouette, ce spectacle. C'était une expérience incroyable. C'est-à-dire que moi, j'avoue que j'étais un peu circonspecte par l'idée du spectacle parce que je ne voyais pas trop quelle forme ça pouvait prendre et puis ce que les gens auraient envie de retrouver, quoi. Et en fait, une fois qu'on était dedans, c'est une forme d'osmose avec le public, l'énergie qui circulait dans la salle. J'ai compris pourquoi on était là et pourquoi aussi on avait besoin de créer ces espaces pour se retrouver. Et puis, voilà, on a tellement ri aussi. C'était tellement important et tellement fort, c'était super, quoi. Ouais, c'était vraiment chouette de vivre différemment Kif Taras. C'est un podcast et on a toujours plaisir à prendre le micro et à venir parler de choses qui nous paraissent importantes et à décortiquer. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans Kif Taras, c'est qu'on a le temps de décortiquer des choses et même si on n'a pas la réponse, en fait, on a rarement la réponse, en fait. Ouais, c'est clair. Mais on essaie de poser des questions et puis d'avoir des pistes de réflexion, quoi. Et là, de faire sous forme d'abécédaire, en mélangeant du perso, peut-être des choses qui sont plus en lien avec l'actualité. Et puis surtout, on avait des invités incroyables, quoi. On a eu sur la première Jean-Pascal Zadi et Fadili Camara, et sur la deuxième Aïssa Maïga et Jamil Le Schlag, et c'était hilarant à chaque fois, quoi. C'était vraiment génial, quoi. Génial et géniaux. Ouais. Puis toute la partie interactive aussi qui était chouette, où effectivement on a ce jeu qu'on a avec le public, et là ça devient un public de qualité. Ouais, un public de qualité, un peu indiscipliné parfois, mais non, c'était vraiment cool. Donc ça, c'était une aventure pour Kif Taras. Et d'ailleurs, on remercie notre producteur Karim Merabet, c'est lui qui est venu nous chercher, qui a cru en nous. Ça, c'est vraiment cool. Et sinon, la vie a continué. Ouais. La vie politique notamment. Française, alors, c'est pas joyeux, Rokhaya. Non, c'est pas foufou. L'année dernière, aux élections européennes, le RN est arrivé en tête avec 31,37%. Emmanuel Macron a eu la super idée de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, on a eu des élections qui donnaient le Rassemblement national grand gagnant. Et en fait, contre toute attente, les 3 semaines de campagne ont généré quelque chose que j'ai trouvé assez formidable en termes de mobilisation de la gauche, qui n'a pas tergiversé. Donc toute la gauche s'est réunie sous la bannière Nouveau Front Populaire, donc ELV, LFI, le PS,
le Parti communiste et puis les gauches de manière générale. Et en fait, c'est cette coalition qui est arrivée en tête avec 196 sièges, ce qui était incroyable. C'est-à-dire que dans le contexte où on était, on ne pouvait pas imaginer que la gauche arrive en tête. Et donc, elle a supplanté le RN. Et derrière, effectivement, il y avait le parti après présidentiel. Et puis, en tout dernier, les Républicains qui étaient vraiment ridicules en termes de score. Et donc, ce qui aurait été logique, c'est qu'Emmanuel Macron nomme un Premier ministre ou une Première ministre issue de la formation majoritaire. Mais donc la gauche a proposé Lucie Castet. Et en fait, il a dit non. Et contre tout... et contrairement aux pratiques de la Ve République, parce que normalement, c'est ça qu'on fait. C'est que quand une formation arrive en tête, on nomme un Premier ministre, une Première ministre issue de cette formation. Et là, changement de pratique. Ouais. Politique. Donc Michel Barnier, qui sort quand même de la droite, qui a fait le plus faible score à l'élection, donc en termes de légitimité, c'est scandaleux, et qui nous sort un gouvernement qui ressemble exactement au gouvernement que la Macronie nous a proposé jusqu'ici. Donc c'est fou en fait de... En fait, on est fatigué, on était tellement fatigués. C'est ça, mais oui, qu'en fait, on a réagi, mais qu'est-ce que tu fais en fait ? C'est quand même le président de la République, et c'est la Ve République, donc il lui donne tous les pouvoirs, quoi. Donc voilà, et en fait, ce qui m'a dégoûté vraiment, c'est que ça a donné l'occasion en fait de nous sortir Bruno Retailleau, qui est devenu l'homme fort du gouvernement. C'est-à-dire que ça lui a donné une plateforme et un pouvoir à ce ministre qui est quand même quelqu'un qui considère que la colonisation est une main tendue, qui est franchement un catholique intégriste, qui est hostile aux droits des personnes LGBTQIA, qui était contre l'introduction de l'IVG dans la Constitution. Voilà. Donc voilà, et en fait, ils ont créé une espèce de monstre qui était un personnage secondaire de la vie politique, et c'est devenu l'homme fort de la droite, et c'est la droite la plus islamophobe, la plus sexiste, c'est horrible. Vraiment. Donc, en termes de, en tout cas, bilan sur la question raciale, c'est dur. Parce que, donc, après Barnier, il y a eu Bayrou. Et donc, là, Gérald Darmanin est passé ministre de la Justice. Ouais. Mais franchement, pourquoi ? Ouais, et c'est horrible. C'est vraiment cauchemardesque, quoi. Ouais, ça, c'est vrai que ça ne donne rien de bon pour les prochaines échéances électorales françaises, qui sont les municipales de l'année prochaine, où déjà, traditionnellement, on a beaucoup de RN sur les élections locales qui s'installent de plus en plus. Et donc là, on a un peu les boules pour l'année prochaine. Quoi. Ouais, pour dans 2 ans, mais ça commence déjà les élections, là, les campagnes. Les municipales l'année prochaine, oui. Ah non, c'est 2026, excusez-moi. 2026, c'est municipal, et 2027, la présidentielle, donc l'année prochaine. Et il s'est passé plein de choses, notamment dans les Outre-mer. Il y a eu énormément d'agitation. Il y a eu malheureusement ce cyclone à Mayotte qui a dévasté l'île et en fait qui a donné vraiment lieu... qui a donné l'occasion en fait, de voir à quel point cette île était négligée. Donc le fait qu'il y a eu plusieurs alertes, notamment dans des rapports parlementaires par rapport au fait que le système de santé était il était en extrême tension, que les risques, s'il y avait un risque cyclonique élevé et qu'il n'y avait pas forcément les ressources pour protéger. Et puis surtout Emmanuel Macron qui allait sur l'île en disant vous devriez être content d'être français, sans la France vous seriez dans la merde. Ce sont ses propos à des personnes qui étaient en détresse et qui avaient tout perdu. Donc en fait la situation coloniale exposée comme ça de manière crue. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, mais... En fait, ça révèle vraiment ce traitement très inégalitaire de nos Outre-mer. Ça révèle toujours, quand on met le projecteur, sur les manques structurels. C'est-à-dire qu'au niveau de l'éducation à Mayotte, il y avait déjà beaucoup d'appels. Il y avait les problèmes d'école, il y avait des problèmes d'effectifs. Et dans les hôpitaux, à tous les niveaux de l'État, en fait, il y avait des problèmes. Et avec ce problème climatique, on s'est rendu compte que les personnes allaient rester à la rue assez longtemps, en fait. Et ça, c'est toujours et que ça n'émeut pas outre mesure les personnes dans l'Hexagone. On a l'impression que c'est loin, que c'est pas notre souci, et que en fait c'est pas vraiment des Français comme les autres. Et c'est ça le centre du problème. Et dans tous les Outre-mer, à différents endroits, il y a eu des mobilisations. Il y a eu effectivement en Martinique des mobilisations hyper importantes contre la vie chère. La Nouvelle-Calédonie, dont le statut en fait a été remis en question, c'est-à-dire qu'en fait ce qui se passe, c'est que théoriquement, le corps électoral qui décide de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, il est constitué des populations majoritairement autochtones. Et donc la question qui fait débat, c'est qu'il est question d'élargir le corps électoral aux personnes qui ne sont pas originaires de Nouvelle-Calédonie, qui sont venues par la suite. Et donc c'est fou parce qu'en fait, ils ont eu la générosité d'accepter une situation coloniale et de dire « Ok, on va régulièrement voter pour savoir si on reste dans la France ou pas ». Et maintenant, on veut leur imposer en fait la voix de personnes qui sont venues dans une situation coloniale. Et donc, il y a eu énormément de révoltes à cause de ça.
Et ce qui est dingue, c'est que les personnes militantes autonomistes ou indépendantistes calédoniennes, enfin kanak, en fait, en kanaki, hein, je pense qu'on arrête de dire Nouvelle-Calédonie, mais plutôt kanaki, ont été arrêtés et incarcérés dans l'Hexagone. Et ça, c'est vraiment de la répression, en fait. Vraiment comme au bon temps des colonies, quoi. On ne veut pas du tout entendre ces voix qui portent un projet de société différent de celui qu'on veut leur imposer, en fait. Exactement, et qui veulent être centrales dans le destin de leurs îles, quoi. C'est normal. Donc ça, c'est des revendications très fortes qui sont toujours en cours en France, en fait, dans des territoires français, et qui ne trouvent même pas d'écho, en fait, dans notre quotidien, nous, lorsqu'on... Enfin, c'est voilà, comme on disait, c'est pas foufou comme tu dis. Non, ouais, c'est clair que c'est une situation compliquée. Et en miroir, aux États-Unis, il y a eu l'élection de Donald Trump, enfin la réélection de Donald Trump pour un mandat non consécutif depuis le début de 2025. Bon voilà, il dit une dinguerie par jour. Ouais, tu peux pas suivre. Tellement. C'est complètement ça, c'est terrible, mais on peut noter par exemple le retrait de l'aide gouvernementale américaine à de nombreuses agences dont USAID. Qui aident donc des initiatives dans le monde entier pour améliorer les conditions. Enfin, c'est de l'humanitaire en fait, quoi, voilà. Et donc ça, c'est un vrai souci. Et il y a aussi ces mots qui ont été bannis de l'administration. Plein de mots qu'on utilise dans ce podcast, hein, par exemple la race, le genre, la transidentité, ce qu'ils appellent le DEI en anglais, donc diversité, equity, inclusion. En fait, ça nous affecte parce que même si on n'habite pas aux États-Unis, j'avais vu quelqu'un dire sur X, mais l'élection des États-Unis, en fait, tout le monde dans le monde entier devrait pouvoir voter tellement c'est important pour nous. Quoi. Non, mais c'est vrai. Ça a des incidences sur nos lives, en fait. Mais complètement. Et puis en plus, J.D. Vance, qui est le vice-président, est venu en Europe en février et il a fait un discours en Allemagne où... il incitait, très très condescendant, et il incitait aussi les nations européennes à se mobiliser contre l'ennemi intérieur. Et quand on parle d'ennemi intérieur, on se voit très bien de quoi il parle. Il parle justement de ces personnes européennes qui ont des ascendances extra-européennes et qui sont pas bienvenues, quoi. Et donc vraiment ce discours, qui est un discours en fait qui mobilise la rhétorique du grand remplacement, nous montre vraiment l'alliance d'une extrême droite globale. Et qu'on ait un vice-président américain qui vient nous expliquer en Europe qui sont les ennemis et que ces ennemis sont des citoyens européens, ou pas d'ailleurs, parce que même si on n'est pas européen, qu'on habite en Europe, on est parfaitement légitime, c'est très grave en fait. Il y a eu récemment, en juin, à Los Angeles, des arrestations de personnes en situation administrative non régulière par l'agence ICE, donc Immigration et Customs Enforcement, et le déploiement de l'armée états-unienne. Et donc, ça s'est passé dans les commerces, là où les gens travaillaient, dans les écoles. Sans l'accord des gouverneurs, en fait. Sans l'accord du gouverneur de l'État dans lequel ça se passait, donc en Californie. Et donc, ça a donné lieu à des révoltes des personnes concernées, à juste titre. Et l'objectif de cette mission, c'est d'interpeller 3000 personnes par jour. C'est délirant. C'est une traque, en fait. Pour les rafler. Les rafler, les mettre dans des lieux, les concentrer dans des lieux, puis ensuite les envoyer ailleurs. Ouais, parfois même pas chez eux. Parce que les gens qui devaient être envoyés en prison au Salvador, par exemple, sachant que c'est les prisons les plus sévères, parmi les plus sévères du monde. Et puis... en fait, ce qui est fou dans le fait d'envoyer l'armée sans l'assentiment en fait du gouverneur de l'État, ça ne s'est jamais vu en fait depuis les années 60 et les droits civiques. C'est-à-dire que l'État avait envoyé l'armée pour protéger des personnes noires qui devaient aller dans des établissements qui devaient être déségrégés en opposition avec George Wallace, qui était gouverneur et qui lui refusait. Et donc, dans les années 60, on avait envoyé l'armée pour protéger les droits des citoyens. Et là, on envoie l'armée pour favoriser la traque et la rafle de personnes immigrées. Donc, on est vraiment... et je veux dire, les États-Unis, c'est pas un pays exemplaire. Mais là, on a une inversion de valeur totale. Ça donne des idées à tous les autres pays de pratiquer des... Retailleau a commencé la chasse aux migrants à Paris. C'est complètement... Et puis il l'a annoncé dans le plus grand des calmes. C'est-à-dire qu'il l'a annoncé, ça n'a pas fait autant polémique que ça aurait dû le faire, quoi. Non, mais là, il y a une banalisation de la violence quotidienne,
et ça nous, ouais, c'est dur, Mm. c'est dur. Aussi, dans nos sociétés, il y a des choses qui se sont passées cette année, plein de choses qui se sont passées cette année. Moi, je note, par exemple, la création de l'initiative de l'Observatoire féministe des violences médicales, obs-med.com, qui est un collectif de personnes qui sensibilisent et forment à la lutte contre les violences médicales sous forme racistes, sexistes, validistes ou LGBTQIO-phobes. Et c'est des personnes qui se sont saisies des tragédies qui a lieu récemment dans notre société après le décès de Naomi Muzinga, de Yolande Gabriel, de Meggy Biodor, de la jeune Aïcha. Enfin, ce sont des violences qui ont subi des violences médicales, ou de la négligence médicale, une non prise en charge ou une mauvaise prise en charge de nos institutions médicales à leur endroit, qui ont causé leur décès. Et il y a d'ailleurs en mai 2025 un premier rapport de la défenseure des droits pour prévenir ces discriminations dans les parcours de soins qui a été fait avec l'association LALAB, l'association féministe et antiraciste, dont le but est de faire entendre les voix des femmes musulmanes. Donc voilà, il y a des choses qui nous permettent aussi de garder la tête haute en se disant qu'il y a des problèmes qui sont analysés et on essaie de trouver des solutions, mais surtout il faut déjà commencer par leur donner une place, en fait, d'en parler et oui, c'est un souci, en fait. Il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a des violences validistes et LGBTQI-phobes dans nos institutions médicales. Tout à fait. Et c'est important de le soulever parce qu'en fait, c'est une expérience qui était très partagée par les patients, mais qui n'était pas analysée comme telle. Donc, il y a plein de croyances dans le monde médical, comme celle du syndrome méditerranéen, qui est un préjugé raciste, qui laisse entendre que les personnes d'origine nord-africaine, mais plus largement les personnes africaines, exagéreraient leur souffrance et que donc, en fait, quand elles disent qu'elles souffrent, il ne faut pas les prendre au sérieux parce qu'en fait, elles font du cinéma, quoi. Et donc ça donne lieu à des souffrances inutiles et puis parfois à la mort des personnes qui sont parfois moquées. Hein. Tu as cité Naomi Muzinga, mais quand on écoute l'audio de son appel au SAMU, on s'est quand même moqué d'elle, alors qu'elle était en très grande souffrance. Et pour la petite Aïcha, donc c'est une petite fille, en fait, on l'a pas cru et on n'a pas cru sa mère. C'était les pompiers, en fait, ils sont venus, ils les ont pas cru, ils sont partis et elle est morte 10 jours plus tard. Donc c'est aussi ça, c'est comment ces voix non seulement ne sont pas crédibles, mais parfois sont moquées parce que non blanches, quoi, tout simplement. Alors, effectivement, l'année a été riche aussi sur le plan de la création. Et donc, on va faire un petit point cinéma parce que je pense qu'on a vu des films qui donnent aussi de l'espoir. Je sais que tu voulais parler d'un film en particulier, Grace. Oui, alors, je voulais parler d'un moment, en fait, dans la société française par rapport à la culture, où on a eu une saison des prix du cinéma qui a toujours lieu début de l'année. Et cette année, il y a beaucoup de récompenses pour l'histoire de Souleymane, qui est un film réalisé par Boris Lochkin. Donc, il a été primé au Festival de Cannes, puis au César. Et l'histoire de ce film, c'est 48 heures de la vie de Souleymane, qui est un jeune homme guinéen, qui est un livreur à vélo. Et il sous-loue le compte d'un vrai livreur. Et en fait, il est en train d'être auditionné pour sa demande d'asile. Et donc, ce film est primé dans les gens qui sont dans les salles cossues, avec du velours et des poutres apparentes, qui sont en train d'applaudir donc ce film, pendant que la Gaîté Lyrique a été occupée pendant plus de 3 mois par 400 personnes en situation administrative précaire pour protester contre le mal-logement et qui ont été évacuées de force par la préfecture de police, avec très peu de soutien, voire zéro soutien des institutions, de la ville de Paris, l'État. Et vraiment, ça, c'est l'image de... Enfin, moi, je trouve que c'est tellement... Enfin, c'est même pas de l'ironie à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que tu vas au théâtre ou au cinéma et tu vas applaudir une histoire que tu trouves formidable parce que c'est des héros de la vie quotidienne pour, à côté, les vrais héros... ne pas du tout les regarder, en fait. Quoi. En fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand c'est individualisé, donc là, c'est l'histoire de Souleymane et c'est un film qui est assez suffocant. Donc là, on voit l'humanité de la personne, mais en fait, dès qu'elle fait partie d'un groupe, les personnes sont déshumanisées et en fait, la Gaîté Lyrique a fait ce qu'elle pouvait avec ses moyens pendant très longtemps, mais en fait, c'est un problème qui est structurel et ne peut pas être pris en charge par une institution culturelle parisienne toute seule. Il faut vraiment repenser les choses et donc, le fait qu'il y ait eu cette évacuation brutale, sans solution en fait pérenne, ça montre bien que, oui, et puis en même temps, voilà, on s'apitoie sur l'histoire de Souleymane.
qui était un acteur qui lui-même n'avait pas de papier administratif. Je crois qu'il a été régularisé après avoir gagné des prix. Mais c'est tellement hypocrite, en fait. C'est-à-dire que là, tu dis, le pauvre, etc. Mais en fait, on participe tous à ce système. Et il y en a plein, en fait. Il suffit d'aller à la porte d'Aubervilliers pour voir qu'il y a plein de jeunes érythréens ou afghans qui dorment dans la rue, quoi. Donc... Et c'est, je veux dire, et pareil, il y a plein d'histoires de Souleymane. Enfin, je veux dire, régulièrement, on nous sert une petite soupe, tu vois, avec un héros formidable qui a traversé les frontières au péril de sa vie, qu'on va aider parce que lui, il est super. Mais sauf qu'il y a eu 30 000 morts dans la Méditerranée depuis 2014, quoi. Donc, et c'est 30 000 potentiels de Souleymane. Ouais. Donc, on salue le travail du réalisateur, mais... Dans le système dans lequel on vit, c'est les gens qui soutiennent le film ou qui vont participer à sa promotion, ils sont vraiment dans un double discours, quoi. Et après, en termes de film, c'était quand même une année intéressante. Nous, on a commencé la saison en recevant Simon Moutaïro qui a réalisé Ni chaîne ni maître. Donc, on vous renvoie vers l'épisode qu'on a réalisé, qui est vraiment incroyable, un super beau film. On a vu aussi le film Enfin, une biographie de Frantz Fanon qui est sorti cette année pour le centenaire justement du psychiatre martiniquais et algérien. C'est un film de Jean-Claude Barny qui est sorti sur nos écrans et qui rend compte de la période algérienne, donc de Fanon, quoi, du début des années 50 jusqu'à sa mort en 1961. Et c'est intéressant, en fait, de le voir dans ce contexte-là, puis d'en savoir davantage sur lui, parce que c'est une figure qui est très, très étudiée, qui a inspiré beaucoup de mouvements anticoloniaux contre la ségrégation, jusqu'aux Black Panthers, mais qui reste pas si connu que ça en France, et pas vraiment célébré comme il aurait dû. Il y a 2 autres films, moi, qui m'ont frappé, que j'ai adoré, qui m'ont vraiment intéressé, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a Zion, qui est un film qui est produit par une amie qu'on va finir par recevoir, qui s'appelle Laurence Lascari, qui est productrice. L'invitation c'est ça, exactement, l'invitation. On la connaît. En fait, plus on connaît les gens, et plus on se dit, on t'invitera un jour, quoi. Donc, c'est pas bien de pas... Laurence Lascari, qui est une tête aussi pensante du collectif 50-50, qui milite pour plus d'inclusion dans le cinéma français, notamment des femmes. Et Zion, ça raconte la jeunesse en Guadeloupe, qui est désœuvrée, qui est saisie entre des dilemmes moraux, parce qu'il y a un fort taux de chômage, et en même temps, les capacités, la possibilité de réussir, c'est la délinquance. Et donc, c'est un vrai thriller, un film de gang, vraiment, avec des courses-poursuites incroyables, des tensions vraiment super. Et derrière, c'est une fresque sociale de la Guadeloupe qui est vraiment géniale. Et plus dernièrement, il y a le film de notre ami Jean-Pascal Zadi, qu'on a reçu ici, qui s'appelle Le Grand Déplacement, qui est une fiction qui raconte l'épopée de la première mission spatiale africaine. Donc, c'est génial. Franchement, le casting est fou. Fadili Camara, Claudia Tagbo, Éric Judor, dont on entend la voix, Edgar Yves, Fari, Jean-Claude Mouyaka, Déborah Lukumena, évidemment Jean-Pascal Zadi, Alassane Diong. Je crois que je n'oublie personne, je l'espère. Luce N de Yakusa, évidemment. Super casting de dingue. Et franchement, c'est chouette, en fait. Moi, ce que j'aime bien, parce que, en fait, le film a été critiqué un peu en mode... Parce que, voilà, quand on dit mission spatiale africaine, ça fait rire. Et pourquoi ça fait rire ? Parce que, quand même, on a une image de l'Afrique un peu primitive. Et que, du coup, le côté tech et Afrique, ça nous fait tous rire. Mais derrière ça, il y a quand même un petit truc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un truc, en fait, où l'Afrique et la technologie, ça va pas ensemble. Et en même temps... Il y a plein de gens qui ont... le film, il est tourné... C'est un film de comédie. Donc, Jean-Pascal Zadi, son truc, c'est vraiment la comédie. Et il y a... Quand il a sorti son film, il y a des gens qui ont commencé à tweeter en disant c'est encore un truc qui ridiculise les Noirs. Ah, il y a Reda Kateb aussi. Il n'y a pas que des Noirs, il y a des Africains. Il y a Reda Kateb qui représente, qui est un spationaute algérien dans le film. Et je me dis, mais en fait, il ridiculise les Noirs auprès de qui ? En fait, quel est le regard qui nous préoccupe ? Et je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à sortir du white gaze, justement ? Et de ne pas se préoccuper d'avoir l'air digne dans le regard blanc. Et c'est ça que j'aime bien chez J.P. Zadi, c'est que c'est pas ce qu'il recherche. Lui, il s'en fiche, en fait. Tu vois, les gens se vannent dans le film, mais indépendamment de ce que peut penser le public blanc et de la dignité qu'il nous accordera. Et ça, je trouve ça assez fort. Et après, au niveau du stylisme, c'est canon. Les coiffures de Nadine Maeteki, juste folles. Et le référentiel... je trouve même en termes d'architecture ou de technologie est un référentiel africain. Et après, il y a plein de refs. La planète qu'ils vont découvrir s'appelle Nardal. Voilà. Il y a un pilote qui s'appelle Frantz Dubois, donc Frantz Fanon Web du Boys. Et la compagnie spatiale s'appelle Black Star Airlines, et ça, c'est une référence à la première compagnie maritime panafricaine. Donc, plein de refs. Et je trouve ça assez intelligent de ce point de vue-là. Donc, j'espère que ça va marcher. Et moi, je voudrais saluer le travail aussi, le film de Stéphane Likung qui est sorti, qui s'appelle Dans la cuisine des Nguyen, qui est un chouette film sur cette jeune femme, Yvonne Nguyen, qui veut faire de la comédie musicale et qui veut pas reprendre le restaurant de sa mère. Et c'est
c'est chanté, c'est dansé, et ça c'est les points forts de Stéphanie Kung, parce qu'il a déjà fait du théâtre où il avait mis en scène la vie d'Yvonne différemment, et là c'est un film qui est sorti en salle avec Clotilde Chevalier qui joue Yvonne, qui jouait déjà Yvonne sur les planches du théâtre, avec Anne Trania qui joue sa mère, Léana Shea qui est aussi qui intervient souvent dans les films de Stéphanie Kung, et c'est vraiment un film avec beaucoup de nuances, beaucoup de douceur et beaucoup de rire. Et ce qui m'a un peu chagrinée, c'est que dans le casting du il y a Thomas Joly, qui est donc un comédien qui a beaucoup travaillé pour les JO, qui a mis c'est celui qui a mis en scène la cérémonie d'ouverture et fermeture des JO. Et en fait, je trouvais ça terrible parce que souvent, quand j'ai regardé les extraits de promo du film, quand Thomas Joly était présent, et les médias posaient des questions à Thomas Joly et ne posaient pas des questions à Thomas Joly sur le film, mais plutôt à l'expérience de Thomas Joly par rapport à ce qu'il fait, les JO, etc. Et en fait, il est plus du tout dans le cadre de la promo du film pour lequel il est invité, quoi. Déjà, moi, je trouvais, moi, j'ai vu son invitation dans C'est à vous, je trouvais qu'il prenait quand même beaucoup, c'est pas lui, mais je trouve qu'on lui donnait beaucoup de place. Oui, c'est ça, c'est les journalistes qui... C'est ça, donc c'est l'homme blanc, en fait, du film, qui est connu, par ailleurs. En fait, c'est lui qui devient le centre d'un récit ça m'a beaucoup chagriné. Je comprends. C'est hyper frustrant. Ouais, c'est hyper frustrant. Après, bien sûr, ça fait de la promo pour le film, ok, d'accord. Mais voilà, je trouve que c'est... fatigue. Ouais. C'est toujours la même chose, voilà, fatigue. Mais quand même, on vous souhaite un bon été. Ouais, on est fatigué, mais voilà, c'est une revue de presse, mais voilà, il y a des choses réjouissantes. On n'a pas parlé de littérature, on n'a pas parlé de musique, mais il y a plein de belles choses qui ont été produites et qui vont dans le sens de ce qu'on essaie de promouvoir dans Kif Taras, et donc ça, c'est plutôt chouette. Et on vous donne rendez-vous donc tous les 15 jours pendant cet été pour des nouveaux épisodes qui arrivent. Et on vous merci vraiment pour votre force et pour le soutien depuis le départ. On a vu pas mal de gens venir au spectacle et ça nous fait vraiment plaisir. Et on continue Kif Taras différemment, mais l'idée c'est de continuer. Exactement, donc c'est la fin de notre épisode. On vous retrouve, comme l'a dit Grace, tout au long de l'été. Si vous avez des commentaires, des questions, même si vous voulez nous proposer votre bilan de l'année avec ce qui vous a interpellé, vraiment, on est ouverte à ça. Vous pouvez nous écrire sur kiftaras@kiftaras.com ou nous contacter sur les réseaux sociaux, sur X, sur Facebook, sur Instagram, en suivant nos comptes qui sont @kiftaras. On est aussi sur YouTube en vidéo, donc n'hésitez pas à venir commenter les épisodes. Et envoyez-nous plein d'étoiles, plein de partages. Kif Taras, c'est un podcast produit par nous-mêmes. Merci pour votre force. L'enregistrement se déroule à la part studio de la Villette et sont l'œuvre de Prince Calixte et de Monsieur Yao. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci.